Eh bien, bonsoir les amis et bienvenue donc dans mon émission hebdomadaire le mardi. Donc mardi dernier, ben voilà, nous avons étrenné parce que il y avait avec moi deux chroniqueuses de JSF TV et notre ami Eric qui est à la fois chroniqueur et à la technique. Et nous avions reçu Frédéric Morin, un directeur de la publication pour le journal Morpheus, et donc on avait traité sur l'Antarctique. Alors, cette fois-ci, puisque en parlant de Lise Philippe, eh bien, je suis ravi de l'accueillir dans mon émission de ce soir. Voilà. Bonsoir Claude, bonsoir à toutes et tous. J'aime bien parce qu'on retrouve les mêmes spectateurs à chaque fois qui nous saluent, Roger Ducomte, JL, PowerS, j'en oublie. Merci aux modératrices aussi, Sam Léo et Caroline Ruby. Merci Claude en tout cas de me recevoir. Merci d'avoir pris le temps de lire mon livre aussi. Ah ben, c'est normal, de toute façon, j'essaye quand même de lire les livres qu'on m'envoie. Et quelquefois, je suis un peu à la bourre, je dois reconnaître. Mais bon, c'est pas facile. Hein. Mais bon, voilà. Alors, Lise, je suis ravi de te recevoir. Tu es conseillère en économie sociale et familiale et praticienne en PNL. Je ne savais pas ce que c'était. C'est programmation neurolinguistique. Tu es spécialisée en gestion des émotions, choc post-traumatique, communication non violente et gestion des conflits. C'est ça? J'ai pas éborgné ton CV. Alors écoute, tout va bien. Tu m'as fait la gentillesse de m'envoyer ton livre. C'est un livre vraiment courageux. Bravo, parce que c'est un témoignage, c'est sourcé, c'est documenté, c'est vraiment un livre comme je les aime parce que on n'est pas dans le monde virtuel, on est vraiment dans le monde réel et ça montre bien que dans le monde réel, eh bien, nous ne sommes pas du tout dans un monde de bisounours et loin s'en faut. Et que malheureusement, ce que l'on voit écrit quelquefois, même souvent d'ailleurs dans les rapports, etc., ne colle absolument pas avec la réalité sur le terrain. Donc, je suis ravi de te recevoir et franchement, bravo pour ce livre, c'est très bien écrit en plus. Merci Lise. Merci Claude, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Non, mais bah écoute, tu sais, j'ai pas pour habitude voilà, j'ai pour habitude de dire les choses comme je le pense, hein, donc écoute. Alors, j'ai une tradition, Lise. Avant que nous passions à la salve des questions, je lis la quatrième de couverture. Donc, si tu m'y autorises, je vais lire la quatrième de couverture de ton livre. C'est d'accord avec toi? Bien entendu. Allez, c'est parti. Alors, 20 ans dans le social. Ce que j'y ai découvert m'a poussé à écrire ce livre. J'y suis entré avec des convictions, avec l'idée d'aider, d'accompagner, de soutenir. Au fil des années, j'ai travaillé dans différentes structures, centres sociaux, aide sociale à l'enfance, associations accompagnant des personnes toxicomanes, mission locale, CESAD, SE, c'est un acronyme, hein, SE2SAD, association d'insertion pour les gens du voyage. Et peu à peu, j'ai découvert une réalité que l'on préfère souvent taire. Un système devenu complexe, opaque, parfois profondément déconnecté des besoins des personnes. Des dispositifs qui s'empilent, des logiques institutionnelles qui prennent le pas sur l'humain, des professionnels engagés, mais souvent pris dans des mécanismes qui les dépassent. Dans l'imposture du social, je raconte ce que j'ai vu de l'intérieur, les contradictions, les dérives, les zones d'ombre d'un système présenté comme protecteur, mais qui peut parfois produire l'inverse de ce qu'il promet. Ce livre est le témoignage d'une professionnelle de terrain qui, après 20 ans d'expérience, a décidé de parler ouvertement et de questionner un modèle que beaucoup pensent intouchable. Parce qu'on ne peut pas transformer un système si l'on refuse d'en regarder la réalité en face. Écoute, franchement, cette quatrième de couverture expose bien ce que tu vas relater. Et donc, effectivement, ton livre s'appelle L'imposture du social, au détriment des travailleurs sociaux et à l'insu des personnes dans le besoin. Alors, j'ai bien aimé déjà ton préambule. Bon, tu remercies effectivement ta famille et certaines personnes. Et puis, tu termines ton préambule à la transcendance, à la vie,
à l'amour et à la joie. Ça, j'aime bien. J'aime bien, voilà. Je tenais déjà à le souligner. Et puis en plus, après, tu as une préface de mon ami Philippe Brocker, qui décidément, il est partout, cet homme. Il écrit, il fait des préfaces, écoute, voilà, et c'est un Je voulais véritable ami. souligner ça effectivement parce que Philippe Brocker m'a non seulement aidé à la mise en forme en page, parce que c'est la première fois que j'écris un livre, c'est mon tout premier livre, ça fait longtemps que j'écris, mais je ne suis jamais allée jusqu'au bout. Et là, ça me tenait vraiment à cœur de le faire, donc il m'a beaucoup aidé là-dedans. Et en plus, il m'a fait une magnifique préface. Vraiment, à chaque fois que je la lis et que les gens la lisent, ils sont vraiment très émus, et moi aussi, j'en ai les larmes aux yeux, et c'est vraiment magnifique. Donc, merci Philippe Brocker. Merci beaucoup. Eh ben voilà, écoute, c'est parfait. Alors, écoute, c'est un livre dense qui explique vraiment bien les rouages d'un système qui malheureusement est vérolé. Et tu expliques, tu dis, voilà, tu écris une institution dite sociale, mais qui est maltraitée par le haut. Alors déjà, est-ce que tu veux bien rebondir là-dessus, sur la maltraitance de cette institution dite sociale, mais qui est maltraitée par le haut? Alors, si tu veux, en fait, j'ai jamais voulu travailler dans le public. C'est une décision personnelle parce que je ne voulais pas être dépendante des politiques sociétales d'abord et sociales ensuite. Grosse naïveté de ma part, je dirais, hein, parce que finalement, en travaillant dans le privé, donc des associations, des institutions, des gros groupes, bah, c'est la même chose. Hein. On est perfusé, biberonné, je l'explique bien dans mon livre, dans toutes les structures que j'ai pu faire. Ouais. Finalement, c'est à chaque fois des aides de l'État, donc des subventions du département, de la région, etc. Donc, c'est la même chose, le résultat est le même. Pourquoi je dis maltraité par le haut? Je m'explique et j'explique les choses. En fait, on a des grandes choses à la mode là, qui nous viennent souvent des États-Unis d'ailleurs, hein, comme je sais pas, le LGBTisme, toutes ces choses, donc des faits sociétaux qui deviennent, parce que la politique intervient là-dedans, des faits sociaux et qui définissent des politiques sociales. C'est-à-dire, l'État prend en main le fait sociétal. Par exemple, il y a des grandes campagnes comme ça annuelles, la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre le décrochage scolaire, par exemple, hein, qui va ruisseler et sur l'éducation nationale et sur aussi toutes les associations sociales. Donc, ça va être le grand thème à la mode qui va être financé, surfinancé, et des fois qui va être financé par l'État au profit, et je l'explique aussi avec le groupe, mais on en reparlera certainement, SOS Solidarité, Bolloré par exemple, qui va être financé au travers de finances publiques au nom de la politique sociale décrite. Donc, c'est un système pyramidal qui ruisselle. On part de gouvernement hein, duquel découlent des lois sociales et de fait qui sont distribuées comme ça au niveau des institutions et des associations. Voilà. Et je parle de maltraitance parce que effectivement, quand on est un gouvernement complètement hors sol qui pond des trucs comme ça là parce que c'est à la mode, par exemple la lutte contre le harcèlement ou l'éducation, les VARS là, éducation à la vie sexuelle, comment c'était, éducation à la vie sexuelle et bon, je sais plus exactement, mais bon, l'éducation dite à la sexualité. Quand on pond un truc comme ça, en fait, est-ce que ce sont vraiment les besoins des Français? Est-ce que vraiment, au fond, on s'est posé la question, et je parle de la pyramide de Maslow notamment hein, dans ce livre, je l'évoque parce que quelqu'un qui n'a pas à manger ni à boire tous les jours ne va pas pouvoir se poser d'autres questions que ça, en fait. Comment je fais? Je ne sais pas où habiter, je ne sais pas comment me nourrir tous les jours. Voilà. Donc, on pond des trucs qui sont hors sol, mais pas si hors sol que ça, parce que bon, nous faisons tous les deux un travail de dénonciation, donc on sait très bien la volonté aboutie de ça. Mais en tout cas, là, ils donnent l'impression dans le social d'être hors sol, de pondre des trucs comme ça qui leur sortent, voilà, je sais pas, ils ont eu l'idée un matin ou c'est venu comme ça, 15 ans après, c'était déjà aux États-Unis. Ben, on va le faire, on va le mettre en France en place. Puis au final, c'est complètement nul et non avenu. Sauf que, en plus de ça, c'est que non seulement ça ne répond pas aux besoins des publics, et en plus, c'est de l'argent public qui est utilisé à ces fins. Donc, c'est ça aussi dont je voulais faire prendre conscience. Ce livre, il n'est pas fait pour dénoncer les travers sociaux. D'ailleurs, je le dis à plusieurs reprises. Hein.
que les travailleurs sociaux. J'en ai rencontré beaucoup, énormément, avec de belles intentions et de beaux engagements. C'est juste pour expliquer le mécanisme et le système, les systèmes dans lesquels nous sommes emprisonnés et essayer de faire percuter un petit peu les travailleurs sociaux et aussi l'ensemble du public qui doit être, je pense, informé de ce qui se passe en France. On a beaucoup parlé de la santé dernièrement avec la dite crise sanitaire. Là aussi, peut-être que si on s'attaquait à la partie sociale, ce serait quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe vraiment. Donc voilà. Absolument, effectivement. Alors, tu pointes dans ton ouvrage, tu écris « J'ai vu notre société française se transformer en quelques années pour devenir un pays profondément mortifère. » Et un peu plus loin, tu écris aussi, tu pointes du doigt l'État et tu écris « L'espoir en la vie s'est éteint et c'est l'État qui en est responsable. » Et tu ajoutes évidemment un peu plus loin que les êtres humains sont transformés en numéros. Alors tu cites tout un tas d'exemples. Donc je te laisse un peu rebondir sur… Parce que en fait, tu cites et tu pointes de doigt la pauvreté en augmentation, et là tu as raison, puisque dans notre beau pays, on en est à 15 800 000 pauvres quand même, chiffre documenté. Et il y a l'explosion des lobby woke et LGBTQ+. Tu écris aussi qu'il y a des millions d'euros de déversés dans le social et que c'est factuellement vrai, ça tu l'as écrit, mais qu'en réalité, derrière tout ça, il y a des idées suicidaires chez des enfants de plus en plus jeunes, chez des ados et des enfants de plus en plus jeunes, chose qui, avant, n'existait quand même pas. On est le premier pays consommateur au monde de psychotropes, d'anxiolytiques, ça tu l'écris aussi, mais ça je le savais, c'est-à-dire on en est à 125 millions de boîtes, je crois, consommées par an pour une population de 68 millions d'habitants, ce qui fait que une bonne majorité de la population est shootée légalement, d'ailleurs, entre parenthèses. Tu pointes du doigt la pauvreté, tu dis voilà, il y a des gens qui coupent le chauffage parce qu'ils c'est choisir entre manger et chauffer. Et tu as beaucoup de gens, des familles assez pauvres qui cumulent plusieurs emplois pour essayer d'arriver à joindre les deux bouts, à nourrir leurs enfants, etc., etc. Donc voilà, je te laisse rebondir là-dessus parce que effectivement, ce que tu décris là est tout à fait exact. En fait, c'est accepter de voir ce qu'on voit, accepter de voir le réel. Comme dirait Philippe, qui est mon meilleur agent, je pense. C'est une photographie, un instantané que je fais. Quand je l'ai écrit, c'était 2025, mais ça fait un moment que j'ai commencé à écrire ces lignes. Et le réel, effectivement, c'est ce qu'on voit dans la rue, c'est ce qu'on voit au quotidien, pas que dans les structures sociales, mais juste accepter de voir le réel. C'est important parce que dans ce monde d'intelligence artificielle, etc., on a du mal, mais juste accepter de voir ce qu'on voit dans la rue. Moi, j'habite à Aix-en-Provence et je vois de plus en plus de sans-abri, de gens qui font la manche tous les jours. Donc, se pose légitimement la question, il y a du social, il y a du fric de dépenser, il y a beaucoup, énormément d'associations, d'institutions, d'ONG qui disent prendre en charge effectivement les personnes et s'occuper des personnes. Pour autant, factuellement, ça ne fonctionne pas. Factuellement, il y a plus de pauvres. La classe moyenne s'est même effacée complètement, parce que là, je pense qu'on est passé d'une classe sous le seuil presque de pauvreté à classe qui s'en sort bien. Mais il n'y a même plus de classe moyenne. C'est avec tout ce qui se passe en plus. Donc voilà. Donc ça, c'était pour répondre aussi à tes questions. Et tu as parlé de société mortifère. Et que je dis, et je le dis et je le réaffirme, effectivement, c'est l'État qui en est responsable. On ne prône pas la vie, on ne prône pas le bonheur. On prône à chaque fois la peur, les guerres, le stress quotidien. On va tous mourir, que ce soit le climat, que ce soit les guerres, que ce soit un virus, que ce soit… Donc, c'est une société profondément mortifère. Et j'allais même dire, je ne sais pas si je peux l'employer, mais mortuaire même. C'est-à-dire qu'on accompagne tout le temps vers la mort. Là, on se pose la question aujourd'hui par rapport à l'euthanasie. Alors, ce n'est pas une question… à prendre à la légère, mais quand on creuse un peu le sujet, finalement, c'est la suite logique des choses. On essaie de rassembler là. Et en fait, si juste on essayait d'élever l'être humain, de prendre en charge la personne qui vraiment a besoin, plutôt que de l'enfermer dans des trucs
qui les concernent même pas. Les enfants, par exemple, quand on parle de théorie du genre ou de changement de sexe ou de ne fais pas d'enfants parce que tu comprends ton impact sur la planète, ton empreinte carbone. Non, tu peux pas parce que tu vas encore ajouter des problèmes à ces problèmes qui existent déjà. Enfin, je veux dire, la vie, elle est où là? Et l'accompagnement réel, il est où? Et l'humanité même est où? Et c'est pour ça que je parle de société profondément mortifère, avec des programmes qui sont mortifères et des programmes qui découlent de ces lois sociales, de ces prises de décision comme ça à l'emporte-pièce. Allez, on va parler de ça et on va focaliser sur ça cette année. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, Claude. Après, je prends plusieurs exemples volontairement, à la fois pour montrer les différences de public, parce qu'en fait, c'était ça. Moi, quand j'ai été diplômée, tu sais, le truc de petite fille, là, le rêve, ah super, je vais changer le monde, machin. Alors, bon, après, attends, si tu le permets, je Oui. t'interromps 2 secondes, Lise, parce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris dans ton livre, parce qu'à un moment donné, tu dis que pour payer tes études, tu as commencé à travailler chez Quick. Ouais, bah oui, j'ai pas fait que ça. J'ai travaillé dans une banque aussi. Tous les étés, Ouais. je bossais un mois chaque été depuis l'âge de 15 ans dans la banque où bossait ma mère. Ouais, je travaillais chez Quick en même temps, ouais, effectivement. Et que c'est une Ouais. manager de chez Quick qui t'a susurré un peu que tu pouvais te présenter à un concours. Enfin, je sais pas, tu as écrit Ouais. ça. Et j'ai été surpris. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Lise, voilà, parce que moi Ouais. aussi, j'ai commencé à travailler très jeune et en réalité, pendant mes vacances scolaires, et en réalité, je trouve que ça apprend la vie, quoi. C'est Ouais, malheureux. j'ai fait des ménages dans des cages d'escalier aussi. En fait, si tu veux, là, au moment où la manager de Quick me parle, j'étais en fac de droit, que j'ai fait Ah, sur voilà, d'accord. Aix-en-Provence aussi. Je venais d'avoir mon bac littéraire, je vais en fac de droit, je voulais être juge pour enfants, à la base. Et quand même, tu vois, dans l'accompagnement, et en fait, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop, là, les enfants. En plus, et ça s'est confirmé avec le temps, tu vois, c'est là, moi, quand on touche aux enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde et c'est compliqué pour moi. Donc, je travaille à Quick et je vais à la fac de droit. Je passe ma première année de droit et elle me susurre juste parce que je cherchais un truc, moi, un peu plus dans le social et tout. Et elle me dit, bah, tu sais, il existe un BTS et après, tu peux faire une année de spécialisation si tu veux être conseillère en économie sociale familiale. Et là, je me dis, écoute, il restait 2 jours pour postuler, parce qu'elle m'a évidemment dit ça à la fin de. Enfin, voilà, c'était pas. Donc, j'ai quand même fait le truc et on Ouais. était plus de 700 à postuler pour une classe de 35 et j'ai été prise. Donc, voilà, c'est Bravo. cool parce que c'était ma vocation aussi depuis petite. Moi, je suis tournée vers l'être humain, l'autre, aider son prochain. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi, quoi. Donc, ouais. Alors, tu m'as coupé, ouais. Pourquoi? Après, je sais plus ce Bah, que je disais. tu parlais de tes études, hein, donc c'est pour ça que je me suis permis de te couper pour remettre un peu le début, si tu veux, avec Quick. Je trouvais que c'était assez intéressant. C'est une expérience. Donc après, je te laisse continuer sur le déroulé de tes études et après tu passes effectivement à la vie active, hein, c'est-à-dire, et là, tu as tout un tas d'expériences que je te laisse, que je vais t'en laisser décrire une ou deux. Après, je rebondirai sur les gens du voyage, parce que là aussi, tu as une expérience un peu, je dirais, un peu chaude et un peu croustillante. Mais je te laisse déjà démarrer sur quelques expériences. Quand tu démarres donc dans le social, en fait. Voilà. Donc, déjà, il y a les études. Effectivement, c'est un BTS ESF, donc économie sociale familiale. Et je le dis d'ailleurs, bon, je ne développe pas trop là-dessus, mais parce que j'ai vraiment galéré en fait sur le côté biologie et physique-chimie. C'est-à-dire que je me retrouve moi avec un bac littéraire à devoir faire des spécialités dans mon BTS, donc en biologie et physique-chimie du niveau d'un bac scientifique, quoi. Donc bon, voilà, j'ai galéré. Il y avait plein d'autres matières. Enfin, c'était un des BTS, vous me l'avez dit à l'époque, un des BTS les plus complets et les plus compliqués. Donc voilà, ça n'a pas été facile la troisième année. Par contre, ça a été un peu les doigts dans le nez pour moi, que j'ai pas fait à l'école la troisième année. Je l'ai fait en, comment on dit? Mince, j'ai perdu le mot. J'étais, oh, bon, ça va me revenir, mais je bossais à ce moment-là. Bah, je faisais des ménages justement, etc. Parce que bah, il fallait quand même payer le loyer.
Tout ça pour vous dire que, en candidat libre, pardon, voilà. Donc, j'étais avec le CNED, la 3e année, j'ai fait avec le CNED. Et donc, j'ai fait des stages aussi, au planning familial notamment. J'ai écrit mon mémoire de 3e année là-dessus. Hein. Et j'ai toujours bossé, toujours eu cette confrontation, je dirais, à la réalité de terrain avec des publics différents. Et quand j'ai été diplômée, je me suis dit, ça y est, bon, au-delà de c'est cool, je vais pouvoir changer le monde, c'est aussi, je m'étais dit, jusqu'à mes 40 ans, je vais faire du terrain un maximum, c'est-à-dire que je ne suis pas à la recherche d'un CDI, je n'ai pas envie de faire 20 ans ou 30 ans dans le même poste et le même job. J'ai envie de connaître le maximum de public, le maximum de personnes. C'est pour ça que je me suis retrouvée à travailler en centre social, en CESAD. Donc, CESAD, c'est un centre spécialisé pour accompagner les jeunes porteurs de handicap dans l'insertion professionnelle et aussi scolaire. J'ai travaillé aussi, je me suis infiltrée à la mission locale, je me suis infiltrée, et là, je parle vraiment d'infiltration à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. J'ai travaillé auprès de toxicomanes, j'ai travaillé auprès des gens du voyage, effectivement. Enfin, voilà, j'ai un panel de personnes en 20 ans. Et j'ai pas encore fait tous les publics, hein, parce que c'est hyper large. Hein, il m'en resterait encore. Hein, mais j'ai travaillé en crèche, en fait, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, j'ai fait. Tu vois. Et là, j'ai pris quelques exemples pour montrer à la fois que multicasquette, mon diplôme me permet d'être multitâche, et aussi pour démontrer que le système, finalement, est toujours le même. Tu vois, le système de financement, de subvention, et avec de l'argent public aussi. C'est pour ça que je voulais écrire ça. Ah non, mais c'est bien vu et c'est. Alors, tu as œuvré donc au début, tu fais tes débuts, tu animes donc le secteur famille. Et d'ailleurs, tu te dis bon, mais dans des quartiers chauds quand même, et tu te heurtes aux difficultés administratives, sociales et économiques, aussi toutes les difficultés liées au logement. Bref, c'est pas facile. Et effectivement, je peux comprendre. Hein, les quartiers chauds, c'est tout sauf évident. Disons que je n'ai jamais travaillé dans un quartier chaud, mais moi j'ai habité dans un quartier chaud quand j'étais ado, donc où je passais ma jeunesse dans un quartier chaud, donc je sais ce que c'est qu'un quartier chaud et avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Après, plus tard, tu expliques que tu vas voir des gens du voyage qui ont des problèmes de logement. Et là, j'ai bien aimé la façon dont tu décris l'arrivée donc chez les gens du voyage, parce que c'est le milieu gitan quand même. Et le milieu gitan obéit à des règles et en plus c'est un esprit très communautaire. Et là, effectivement, toi, tu débarques là-bas un beau jour dans un groupe et il y a un des messieurs qui te dit ah mais qu'est-ce que vous allez vous allez rien pouvoir faire, enfin de toute façon ça ne va pas aboutir. Et toi tu te demandes pas, dis écoutez, je suis là pour essayer de faire progresser les choses. Maintenant, si vous voulez, si vous ne croyez pas, vous pouvez toujours m'enlever. Et puis comme ça, vous pourrez après demander et poser vos revendications. Alors ça m'a plu. J'ai dit quand même, elle est courageuse quand même, la petite Lise là. C'est courageux de dire ça à des gens qui sont un peu remontés quand même et qui vivent dans des conditions quand même assez glauques. Et là, effectivement, en disant cela, tu t'en fais des amis, ce que je comprends complètement d'ailleurs, et tu peux voir après leur cadre de vie. Et là, c'est une horreur parce que je vais même pas si toi, tu as envie d'en parler, tu en parles. Mais il y a des rats gros comme des marcassins, ils logent dans des conditions absolument pourries. Bref, c'est ni fait ni à faire, avec un exemple qui c'est vraiment sordide et glauque. Donc, chapeau, parce que ça n'a rien d'évident d'aller travailler dans des quartiers comme ça, dits chauds. Après, tu as accompagné aussi des personnes toxicomanes. Là aussi, je connais le milieu. Ça n'a rien d'évident. Voilà, donc je vois à travers ton livre que quand même expérience de terrain. Donc je vais te laisser commenter, un peu ça. Voilà. En fait, c'est ça. Pourquoi tu affiches le commentaire? Je viens de voir derrière. Pardon. Oui, en fait, il fallait que je fasse quand même court
et avoir comment dire, des moments de vie, hein, parce que c'est ma vie, hein, que j'ai vécu, mon boulot, c'est ma vie, ça fait partie de moi, qui soit assez parlant et édifiant pour faire comprendre le système et les horreurs parfois dans lesquelles vivent des personnes. Ouais. Donc j'ai choisi volontairement certains cas, mais je pourrais écrire un livre entier sur tout ce que j'ai vu et accompagné depuis 20 ans. J'ai rencontré, et en plus je me souviens j'ai quand même une bonne mémoire et je suis très investie émotionnellement. Donc là, tu vois, j'en souris quand tu parles des gitans que j'ai pu accompagner. Je me rappelle que sur le coup, je ne faisais pas la maline quand même. Hein. Tu vois, tout ce que je raconte, j'essaie de retranscrire au travers de mon écrit ce que j'ai pu ressentir et comment je prenais la chose. Pour autant, voilà, tu te dis, je disais, j'y allais en basket tous les jours au cas où il fallait que je parte en courant parce que j'étais seule. Ouais. En plus, il faut s'imaginer quand même le truc. Tu descends de l'arrêt de bus, ça fait une boucle comme ça. Et en fait, en fait, sans téléphone, sans rien, personne ne peut te retrouver. Hein. Donc, toi, voilà, s'ils veulent effectivement te séquestrer, et quand je raconte cette anecdote où il y avait 10 ou 12 mecs qui m'attendaient tous comme ça en sortant du bus, alors on fait quoi? On vous séquestre, on vous kidnappe? Bon, bah, allez-y les gars, je rigole, allez-y, peut-être que ça fera avancer les choses, effectivement. Tu vois, c'était des anecdotes de vie qui ont fait que j'ai créé à chaque fois un lien hyper fort, hyper intense, qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas dans les formations. C'est pour ça qu'après, je remets aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment faire du social dans mon bouquin. Parce que c'est toujours la distance qui nous protège, distance ne crée pas trop d'affect. Alors que moi, l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et en plus, quand il s'ouvre à moi, il me partage ce qu'ils sont, leur histoire, leurs croyances, comment tu veux en fait mettre de la distance et dire non mais ça me concerne pas, et là vous vivez dans des situations complètement désespérées, le logement pourri, c'est une zone, bon, il faut se figurer quand même, c'est les 15e et 16e arrondissements de Marseille, c'est vraiment ceux qui ont, ne serait-ce qui sont passés devant, comprennent de quoi je parle, et en plus c'est un autre monde. Moi, je parle de la journée que, entre guillemets, j'étais pas folle, j'y restais pas non plus la nuit, parce que c'était encore un autre monde qu'on me racontait, qu'il me racontait, ce qui se passait les soirs là-bas. Une zone de non-droit, de non... les pompiers y rentrent difficilement, la police n'y rentre pas du tout. Enfin, vraiment, c'est un monde à part. Et j'ai adoré. J'ai adoré chaque mission que j'ai eue, que j'ai pu remplir, que j'ai pu accompagner. Tu me parlais des toxicomanes aussi. Quand on parle de toxicomanes, Claude, il y a aussi les personnes alcooliques dedans. J'ai rencontré un monsieur, et c'est pour vous dire le grand saut, parce que, tu sais, dans l'inconscient collectif, en fait, on se dit toujours, oui, les toxicomanes, c'est des gens qui ont eu une mauvaise enfance, des parents défaillants, qui n'ont pas fait d'études, tu sais, tous ces trucs là qu'on s'imagine. Et ben, je prends je l'ai mis dans mon bouquin, un élément et une personne qui va complètement à rebours de tout ça, c'est-à-dire un monsieur que j'ai rencontré donc dans l'association dans laquelle je bossais auprès de personnes toxicomanes, architecte de formation, avec un super cabinet qui avait pignon sur rue à Marseille, marié, père de 3 enfants, et qui, son cabinet, avec des associés, etc., un propriétaire des locaux. Avec ce cabinet, ça se transforme au final par des apéros mondains, parce qu'il faut quand même faire l'inauguration, et puis après, il faut fêter le chantier, tel, puis se multiplient les contrats, donc on fait toujours des choses. Et il m'explique à moi, c'était l'alcool mondain au départ, c'est-à-dire tous les soirs, on buvait des coups, en fait, on buvait du champagne, machin. Et peu à peu, l'alcool mondain est devenu mon petit-déj du matin, mon repas du midi, mon repas du soir. Et en fait, ce monsieur, là, quand je le rencontrais à ce moment de vie, il avait tout perdu. C'est-à-dire qu'au départ, il dormait dans son cabinet d'architecture parce que voilà, il était complètement déchiré, il pouvait plus rentrer chez lui, il pouvait pas prendre la voiture ou autre. Sa femme l'a quitté, avec ses 3 enfants, elle est partie. Il a fini par perdre son cabinet d'architecte, et là, il dormait dans sa voiture. Donc, c'est pour vous dire que ça nous concerne tous potentiellement. C'est pas le social, c'est pas... on peut tous, à un moment donné, être confrontés
de fait d'une séparation, d'un décès, de la perte d'un proche, on peut tous basculer. Et c'est pour ça que ça nous concerne tous. On peut tous avoir à un moment donné un souci, un problème, quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser et on peut tomber potentiellement. Ça va vite après. Tu sais, quand tu es dans, par exemple, l'alcool, après, tu perds ta femme, tes enfants, ils partent avec et ils te parlent plus parce que la maman, machin. Tu perds ton cabinet, tu peux plus payer tes frais, ton loyer ou ta maison, machin. Et après, c'est la dégringolade, en fait. Ça peut aller très vite. Et c'est pas, tu vois, c'est un peu comme, alors je vais faire un gros parallèle, un gros grand écart, mais pour juste remettre, c'est comme se dire, tiens, finalement, la question des Palestiniens, ça me concerne pas, c'est les autres. Non, ça nous concerne tous. On est tous concernés par ça. Voilà. Potentiellement, ce qui arrive à l'être humain, à mon voisin, à mon frère, à ma sœur humaine, ça peut m'arriver. Et c'est ça, en fait. Et malheureusement, dans ce schéma-là, tiens, tu vois, ça répondait aussi à une autre question que tu m'avais posée, ça me revient en même temps. Malheureusement, dans ce schéma-là, dans ce système-là dit social, on en arrive on ne considère plus l'être humain, on fait des statistiques. Et ce que je disais, ce que je redoutais déjà il y a longtemps en arrière, quand j'ai vu la T2A, donc la tarification à l'acte faite par Sarkozy dans le milieu de la santé, j'avais très très peur que ça arrive dans le social. Et en fait, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'une visite à domicile vaut tant de points, on coche des cases, nous. Un entretien téléphonique, hop, tu coches une autre case, etc., etc. Donc, ce ne sont plus des humains qu'on accompagne, ce sont des numéros et des statistiques à faire. C'est ça. Voilà. C'est bienvenu dans le monde. Je parle beaucoup, hein, je suis assez passionnée par mon métier. Mais tu sais, c'est normal, c'est ton émission. Hein. Moi, je suis là que pour que tu t'exprimes, en réalité. C'est bienvenu dans le monde du social rentable, c'est ça. Alors, ce qui est bien dans ton livre, c'est qu'il y a un peu d'humour quand même. À un moment donné, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. C'est bien vu. C'est-à-dire que tu parles des SOS, des créations d'associations. Donc, tu écris, voilà, SOS baleine pour sauver les baleines. Bon, jusque-là, parfait. Mais alors, que penser de SOS racisme? Est-ce pour sauver le racisme? Point d'interrogation. Et de SOS homophobie, c'est peut-être pour sauver l'homophobie. Ah, tu m'as fait rire, là. J'ai dit, c'est bien. Elle a de l'humour. C'est assez drôle. Et là, tu touches bien évidemment, on en arrive à tout ce système du groupement SOS par un certain Jean-Marc Borrello. Alors, Jean-Marc Borrello, je connais le loustic, puisqu'avec mon ami François Lagarde, on a fait pas loin d'un demi-chapitre sur ce monsieur. Dans notre, je crois que c'était le premier volume de l'État profond français, tome 1, qui comment pourquoi. Parce que Jean-Marc Borrello a été quand même un des piliers de la campagne d'Emmanuel Macron, de la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que ce monsieur, après je vais te laisser la parole sur lui, hein, ce monsieur quand même en 1999 a été condamné pour trafic de stupéfiants et consommation. Il a été condamné aussi pour agression sexuelle et pour escroquerie en 2023. Mais c'est lui, donc c'est un personnage tout à fait glauque et toxique, mais c'est lui qui a créé donc les groupes SOS avec un financement hyper important, puisque tu écris que chiffre d'affaires en 2023, c'était à peu près entre 1,26 à 1,55 milliards d'euros, mais que seulement 350 à 450 millions d'euros sont reversés aux usagers. Donc la question demeure, où passe le reste? Voilà, je te laisse rebondir sur Jean-Marc Borrello et ses histoires de SOS. Alors, à la base, c'est pas lui qui avait créé ça, c'est une association, et vous me pardonnerez, j'ai oublié le nom, c'est d'une maman qui avait un fils toxicomane, qui a créé, alors ça s'appelait pas SOS Solidarité, effectivement, mais qui a créé cet esprit-là, d'accompagner en tout cas les personnes toxicomanes. Et toxicomane, encore une fois, hein, il y a des drogues, il y a aussi l'alcool, vous pouvez avoir multiples addictions. Le sucre, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses, moi. Hein, je le dis dans mon livre quand j'ai travaillé là-bas. Le sucre, par exemple, est une addiction plus grave et plus difficile à corriger que la cocaïne. Voilà. C'est vrai. Donc, avec, en fait, moi, quand je suis embauchée
Et encore une fois, très naïvement, je venais d'être, c'était la période de 2020 où j'ai été suspendue, moi, parce que on parle des soignants suspendus, mais les travailleurs sociaux, médico-sociaux, les toxicomanes comme les personnes porteuses de handicap, c'est du médico-social. Donc, j'étais aussi concernée par l'injection. Donc, j'ai eu cette opportunité-là de travailler pour ce groupe. Je ne me suis pas trop renseignée. On m'a prise de suite en poste. Donc, bon, allez, OK. Au final, j'ai questionné le truc et en fait, je me rends compte, je n'y suis pas restée longtemps, j'y suis restée 6 ou 9 mois, je crois, que moi, je suis embauchée en tant que conseillère en économie sociale familiale pour, écoutez bien parce que c'est intéressant, pour accompagner les personnes toxicomanes, soit qui sont dans la rue, donc les aider à trouver un logement, soit qui sont déjà dans leur logement et parce que leur toxicomanie est venue après, donc les aider à rester dans leur logement, c'est-à-dire à payer, à honorer les factures, soit pour les personnes que nous intégrons dans notre dispositif spécial, à savoir Bolloré a investi, acheté plein de logements sur Marseille, qu'il loue aux personnes toxicomanes, qui rentrent dans le dispositif dans lequel moi j'interviens, qui s'appelle une mesure ASEL. On a beaucoup d'acronymes comme ça dans le social. ASEL, ça veut dire accompagnement socio-éducatif lié au logement, que le département finance. Il faut bien s'accrocher. Donc, la mesure ASEL, c'est le département qui finance. Donc, Bolloré, SOS Solidarité, touche des sous pour ces mesures ASEL du département. Ensuite, il touche, par rapport aux bénéficiaires, les allocations logement de la CAF, Caisse d'allocation familiale. Et si la personne est solvable ou qu'elle a un petit boulot ou autre, la participation de la personne. Donc, je synthétise, je sais. Je ne sais pas si tu m'as suivi là, Claude. Oui, Bolloré, je te suis. A le logement, il est propriétaire. Il est, donc, son entreprise, son gros truc, SOS Solidarité, sous le label économie ESS, économie sociale et solidaire, touche des financements et de l'État, et du département, et de la CAF, et aussi la participation des usagers. Ne serait-ce que là, je vous parle que d'une branche, et une toute petite branche, infime. Et si tu veux, en plus, moi, le constat que je fais, c'est que déjà, c'est difficile de trouver un logement dans le diffus. Ce qu'on appelle le diffus, c'est des logements qui ne sont pas sociaux, pas des HLM. Pour une personne, on va dire, un peu lambda, par exemple, une maman seule qui travaille, qui a un salaire moyen et qui a des enfants, 1 ou 2 enfants. Déjà, c'est compliqué. Mais alors, une personne toxicomane qui n'a aucun revenu, qui n'est pas apte à faire ses papiers, à répondre aux trucs, ce que je fais moi, du coup, j'interviens pour faire tout ça, comment tu veux lui trouver un logement? Sachant que les logements sociaux, quand j'ai débuté il y a 20 ans, la liste d'attente, même quand tu étais vraiment, que tu faisais un recours parce que le logement était vraiment insalubre, etc., c'était 2 à 3 ans d'attente sur une liste d'attente. Aujourd'hui, c'est entre 7 et 10 ans pour avoir un logement social. Alors évidemment, il y a, et ça aussi, il y a les hébergements dits d'urgence. Et là, il y a encore SOS Solidarité. C'est-à-dire que SOS Solidarité, si vous vous renseignez sur le truc, il est partout en France, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par les toxicomanes, par les gens du voyage, il est même allé il finance aussi de la culture, des voyages. Enfin, c'est vraiment un empire, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les sources que je mets dans mon livre, c'est un empire tentaculaire qui prend tout finalement les marchés et qui, au détriment souvent des petites associations de quartier ou des choses qui existent déjà, hop, allez, il aspire tout en fait. C'est incroyable. Quand on met le nez dedans, et c'est très intéressant, quand on met le nez dedans, on se rend compte du fric à la fois qu'il y a à se faire. Et en plus, tu vois, il a ce truc de tiens, personne toxicomane, je vais y aller. Tiens, personne immigrée, allez, je m'infiltre aussi là-dedans. Puis même là, le voyage et la culture, je m'infiltre encore là-dedans. Donc, c'est un privé qui est très proche de Macron, et tu l'as dit, tu l'as souligné à juste titre, qui fait passer pour un beau label, une belle entreprise de l'économie sociale et solidaire, et qui touche un max de pognon.
via, encore une fois, l'État, les départements, les régions, la CAF. Et en fait, voilà, c'est un aspirateur Afrique. Pour des résultats qui sont plus que mitigés. Quand je reçois à mon bureau, quand ils viennent au rendez-vous et quand ils sont aptes à venir au rendez-vous, des personnes qui, à 9 heures, et je l'explique dans mon bouquin, sont déjà, pardon pour le terme, mais déchirées, hein, qui sont déjà soit avec toute leur... Parce qu'ils viennent, il faut savoir aussi, ils viennent pour prendre leur méthadone et leur Subutex tous les jours. C'est-à-dire des substitutions à leur drogue habituelle pour voilà, compenser le manque physique. Donc tous les jours, ils nous attendent, et je l'écris aussi dans mon livre, même avant qu'on ouvre les portes, ils sont là à nous attendre. Donc quand ils arrivent à mon bureau, ils sont complètement déchirés, décalqués. Donc ma mission, elle est quasi, enfin c'est même pas quasi, elle est impossible à remplir. Qu'est-ce que tu veux travailler, l'accompagnement? Qu'est-ce que tu, avec une personne qui n'est en fait pas là, qui est sous substance? Donc, tu vois, tu rentres dans des cases et pour rentrer dans cette mesure ASEL, là, pour être financé par le département, eux, ils s'en foutent, le groupe SOS, ils récupèrent les sous des mesures ASEL. Et toi, plus tu en fais rentrer dans ces mesures-là des personnes, plus ça rapporte du fric. Mais ta mission à toi, elle est complètement déjà déviée et tu le sais que tu vas pas la remplir. Donc, la frustration à la fois en tant que travailleur social de te dire je sers à rien, j'y arrive pas. Et en fait, quand tu te poses la question, mais en fait, je ne peux pas y arriver. De fait, ils me mettent dans un truc avec des injonctions, alors qu'ils ne se posent pas la question, c'est juste pour toucher du fric. De fait, je ne pourrais pas remplir cette mission parce qu'il n'y a pas de logement, parce qu'on ne loue pas des logements à des personnes qui n'ont pas 3 fois le revenu désiré et encore moins à des personnes toxicomanes. Voilà. Donc, tu te retrouves dans ce cercle vicieux où tu te dis, si tu n'as pas le recul et le détachement nécessaire, tous les jours, tu vas au travail en sachant que tu ne rempliras pas ta mission et que tu n'y arriveras pas. Il faut y aller, hein, psychologiquement. Et après, quand tu te dis, non, mais de toute façon, c'est le système qui ne me permet pas de remplir mes missions de toute façon. Tu vois, c'est pas moi en gros le souci, mais enfin, voilà, c'est un peu tordu comme oui, mais le DALO justement 33, pardon, je vois, c'est ça dont je parle, le recours pour le logement. Oui. Le DALO, le droit au logement opposable. D'ailleurs, si tu peux expliquer un peu, parce que voilà, ouais, vas-y. Pareil, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Il y a 20 ans, effectivement, là, ce que tu dis, 33 LSW, pardon à chaque fois, c'est qu'ils sont obligés de faire une proposition de logement sous 6 mois. Oui, dans les faits, enfin, écrits, oui, ils sont normalement obligés, mais ils ne respectent pas ça. Même avant, donc je parle de ça il y a 20 ans, effectivement, quand on faisait un droit de recours au logement opposable, nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'on signait, qu'on attestait qu'il y avait vraiment danger dans la demeure et que la famille ou la personne ne pouvait plus vivre dans ce logement pour insalubrité ou etc. Ça passait quand même mieux et la liste d'attente était vachement réduite. Effectivement, dans les 6 mois, ils devaient au moins essayer de proposer un autre logement. Aujourd'hui, même ça ne passe plus. Ils s'en fichent complètement. Même si tu fais des dossiers avec des photos, avec des attestations de toi en tant que travailleur social, etc., ça passe aux oubliettes. Donc, le droit au logement opposable dans la loi, effectivement, c'est inscrit, sauf que dans l'application, ça passe à ouf, pour être poli. Voilà. Ben, c'est le grand fossé, le grand canyon entre ce qui est écrit et ce qui est réalisable et ce qui peut se réaliser, évidemment, malheureusement. Et c'est un peu dans tous les domaines pareil. C'est encore plus grave, effectivement, et tu as raison de le souligner, dans le domaine de la santé et dans le domaine social, puisque là, on touche réellement à la survie des gens. Et là, c'est d'autant plus grave que parce que effectivement, il y a des gens qui malheureusement ne s'en sortent pas et qui en meurent hein, quelquefois. Alors, tu pointes du doigt. Alors là aussi, j'ai un peu, pour employer un mot à la mode, halluciné. Tu pointes du doigt à la page 61 de ton livre l'incohérence des procédures parce que tu as un accident. Mais je vais te laisser relater la chose. Tu sors des urgences, tu as un accident. Mais il faut ramener la voiture. Alors, parce que ta supérieure te dit oui, mais on a eu un accident avec la voiture. Il faut ramener la voiture. Oui, mais il faudrait qu'on passe aux urgences d'abord. Mais on y est. Ah, mais non, il faut d'abord ramener la voiture. Enfin, une histoire de cinglé.
et je vais te laisser, tu vas raconter, je me suis dit quand même, et tu vas raconter ça mieux que moi. Mais en même temps, tu as une phrase excellente et je vais presque, si tu le permets, avec ta permission, je vais me resservir de cette expression parce que tu parles de ta supérieure qui finalement a un pion matrixé dans le système. Ah, j'ai trouvé ça pas mal. Et nous sommes environnés de pions matrixés. Donc, c'est la pilule rouge, quoi. Ça, j'ai trouvé ça excellent aussi. Donc, je te laisse raconter cet incident qui illustre bien l'incohérence totale de gens qui sont effectivement matrixés, c'est-à-dire que ils sont, c'est des robots, quoi. Je te laisse la parole. Ouais, merci de souligner ça. Alors, dans le livre, j'en parle non pas pour parler de moi, mais pour parler, enfin, effectivement, voilà, c'était tellement gros, je me suis dit, il faut quand même illustrer la maltraitance aussi des travailleurs sociaux. Ah bah oui, quand même, ouais. Et j'ai eu plusieurs stagiaires au cours de mes missions et de mes jobs qui m'ont dit, non, mais en fait, tiens, c'est bizarre, lui, ou ouais, tu sais, les petites questions un peu innocentes, mais pas tant que ça, des stagiaires qui te disent, bah tiens, ta collègue, elle est un peu raciste en fait. Moi, je pensais qu'il y avait des gens dans le social qui jugeaient pas, qui n'étaient pas, tu vois, comme ça. Je sais pas, détrompe-toi, il n'y a pas que des gens justement ouverts et qui sont tournés vers l'humain. Alors, c'est rare, hein, effectivement, mais. Et là, quand je parle de ça, c'est quand je suis recrutée. Donc, c'était en 2022. Donc, ça faisait un moment que je n'avais plus accès à des boulots parce que je n'étais pas injectée, justement, pendant le Covid. Et là, j'arrive dans cette association, je m'infiltre, enfin, plus vraiment à proprement parler, dans l'aide sociale à l'enfance pour voir un peu de l'intérieur ce qui se passe, si tout ce que je suppose et tout ce que j'entends est vrai ou pas. Et je tombe dans. Donc déjà, ils étaient tous injectés. C'est-à-dire que c'est une équipe d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs petite enfance, psychologues, psychiatres, chefs de service. Et je tombe je me retrouve dans un système, je crois, et je le dis, ça a été le plus maltraitant des systèmes dans lesquels je suis tombée. Qui pourtant se dit de l'aide sociale à l'enfance et la protection des enfants. C'est pour ça que je vous parle toujours des bons mots, des beaux labels, des beaux trucs. Donc, un système hyper pyramidal avec directrice, hop, chef de service selon les trucs. Donc, j'explique ça dans mon livre. Après, je vous laisserai en détail et je vais rebondir juste sur ce qui m'est arrivé. Je me chope une grosse grippe, je ne sais plus exactement la date, mais début 2023, je crois, qui m'a séché vraiment pendant 15 jours. Donc, avec 2 collègues en plus, 2 de mes collègues. Et le jour où je reviens au boulot, c'est un mardi après-midi, mardi matin, nous sommes en réunion. Et la chef de service nous dit, bah, tiens, Lise, Sonia et Franck, l'équipe là, donc Lise avec l'éducateur spécialisé et l'éducatrice jeune enfant, vous allez cet après-midi à la Timone pour voir un petit patient. On venait découvrir qu'il avait un cancer, donc pour mettre en place après le protocole, voilà comment on met en place entre l'hospitalisation, le retour à domicile et comment on peut nous en fait s'organiser avec l'équipe hospitalière. Donc on y va, donc on est à la Timone. Je ne sais pas si tu connais Claude, mais c'est un gros centre hospitalier. Non, celui-là je le connais pas, mais ça doit être un monstrueux CHU. Oui, je suis prévenu. Sur Marseille, et voilà. Donc le gros truc, et on sort de cette réunion. Et juste vraiment en sortant, c'est ma collègue éducatrice jeune enfant qui conduit. Et moi, on est arrêté à un feu rouge. Moi, je suis côté passager. Et en fait, je suis complètement avachie. Là, tu vois, je parle beaucoup avec les mains, par exemple. Je sais régulièrement que je fais ça. C'est pas volontaire, mais... Et je suis complètement avachie vers elle. Donc, et en train de lui parler. Sauf que là, ça tape par derrière notre voiture. Donc, en plus, c'était un délire. C'est pour ça que des fois, c'est quand même... C'est une voiture qui rentre dans une voiture qui nous rentre dedans. Bon, et moi, j'ai senti le coup pas très cool, mais bon, on est un peu dans le truc. Purée, qu'est-ce qu'il faut faire? On se met sur le côté, il faut faire le constat, mais il y a 2 voitures en fait qui nous sont rentrées dedans, machin. Et là, j'appelle ma chef de service pour la prévenir qu'on va avoir du retard. Et je dis, on vient d'avoir un accident. Elle me dit, attendez, je vais voir avec la direction le protocole. Ça, c'est formidable, les protocoles. Et là, on oublie l'humain. C'est génial. N'importe quoi. Et je vous rappelle. OK, donc nous, on commence à faire
tant bien que mal, aller essayer de faire avec ma collègue la déclaration d'accident, machin. Elle me rappelle, elle me dit, quoi qu'il arrive, il faut que vous rameniez la voiture au service, donc c'est à Rognac, hein, donc de Marseille à Rognac, il y a bien 30 bornes. Et je lui dis là, bêtement, je dis en fait, on est devant les urgences, on est à la Timone. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller parce que le protocole dit que vous ramenez la voiture de service et après vous allez aux urgences par vos propres moyens pour voir et vérifier que vous n'avez rien. Et surtout, vous faites faire une attestation par le médecin, comme quoi vous reprenez le travail sous soin demain matin. Enfin, ok. Sauf que du coup, on fait ça. Ma collègue se sent de conduire. On dépose la voiture de service au service et on va aux urgences toutes les deux à côté. Sauf que, en fait, moi, je ne sors pas des urgences parce que j'ai une vertèbre déplacée. Donc, ça aurait pu être très grave et j'aurais pu vraiment décéder. Ils m'ont gardée et tout parce que j'aurais pu arrêter de respirer. Pour vous dire la maltraitance du truc, on est dans des urgences. On est dans un centre hospitalier qui est connu et reconnu avec des professionnels qui auraient pu nous prendre en charge à ce moment-là. Eh bien, non. La voiture est plus importante. Le protocole à respecter est plus important que vous-même. Et demain matin, quoi qu'il arrive, vous revenez avec reprise sous soin et tout. Donc, le lendemain matin, moi, je n'étais pas puisque j'étais encore à l'hôpital. Ma collègue, elle n'a rien eu. Elle a eu 3 jours de minerve et bon, ce qui s'était passé, tant mieux pour elle. Donc, elle s'est repointée pas le lendemain, mais 3 jours après, 2 jours après au boulot. Et en fait, moi, j'ai été harcelée dès le lendemain parce que j'avais des dossiers, parce qu'il fallait que je réponde à la demande et qu'elle n'avait pas des informations précieuses par ma chef de service, etc. Voilà. Et ça a fini quand même que j'ai une cicatrice là, j'ai été opérée, cette colonne ces vertèbres qui ne cessaient de glisser l'une sur l'autre. Voilà. Donc, c'était pas pour parler de moi, mais je trouvais que c'était quand même édifiant. Non, et c'est pas une histoire de parler de toi, c'est juste de montrer la monstruosité et la débilité d'une administrative, quoi, parce que d'une personne administrative, comme il en existe beaucoup, malheureusement, quoi. Et j'aime bien ton expression, un pion matrixé, c'est-à-dire c'est ça, voilà. Et on est environné malheureusement de pions matrixés, mais c'est malheureux parce que moi, j'ai fréquenté malgré moi les CHU. Avec la maladie de mon épouse, et j'ai pu constater effectivement les incohérences du système et avoir affaire, pas souvent, mais surtout en administratif, de pions matrixés. Oui, ça existe. Et il y en a malheureusement plus que ce que l'on peut s'imaginer, surtout dans le domaine administratif. Ouais. Et tu vois, ce que je dis finalement, c'est parce que j'aurais pu déposer plainte contre elle, etc., avec tout ce que après j'ai subi. Et en fait, je finis par, dans mon bouquin, c'est ce que j'écris, et je finis par la plaindre. Et moi, le recul que j'ai en n'ayant pas voulu justement de CDI et être attachée à une structure, elle a fait que ça dans cette structure toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle a commencé éducatrice spécialisée dans cette structure et jusqu'à la fin, être chef de service, et elle n'a fait que ça. Et quand même ses enfants, elle nous le disait en réunion, c'est dramatique. Ses enfants lui écrivaient des mots pour lui dire, moi aussi, il faut que je prenne rendez-vous avec toi pour que tu m'offres un peu d'attention comme tu fais avec les autres enfants. Donc en fait, tu vois, voilà. Donc finalement, je la plains d'être dans ce système, d'être au point, et je dis qu'à la fin, elle a démissionné très peu de temps après. En tout cas, elle est partie alors elle aurait dû être arrêtée avant, elle avait déjà des soucis de santé. Et finalement, elle a décidé de partir très, très peu de temps après qu'il me soit arrivé ça. Donc, ça a quand même potentiellement, j'imagine, un lien, tu vois, de saturation, de se dire, mais en fait, je suis dans un système, dans un truc, même moi, c'est possible. Ah, mais c'est fou, c'est dingue, quelquefois, comment les gens se laissent enfermer parce qu'ils en sont responsables, dans tout un système incohérent et où la logique est absente, et c'est dramatique. Alors, j'ai bien aimé aussi la conclusion de ton livre, parce qu'on arrive dans pas longtemps à la fin de l'émission, et là j'avoue, j'ai adoré la réflexion, parce que tu parles de la réflexion. Déjà, tu parles du métro boulot dodo et du capitalisme. Alors là, moi, je suis entièrement en phase avec ça.
Et là, tu écris la réflexion de ta fille qui a 16 ans. Et je vais citer cette réflexion parce que c'est tout à fait la réflexion que j'avais moi quand j'avais son âge. Et donc, je me dis, ça alors, incroyable, tu vois. Et voilà ce que la réflexion de ta fille. Travailler toute ma vie, me lever tous les jours tôt, rentrer tard, ne pas pouvoir profiter de la vie, point d'interrogation. Pourquoi? Mais pourquoi faire? Et là, j'ai dit, mince, j'avais exactement le même état d'esprit quand j'avais 14, 15, 16 ans, 17 ans. Je me suis dit, mais pourquoi faire? Pour aller enrichir des gens, pour aller qui n'en ont pas besoin, pour servir, pour être taillable et corvéable à merci? Non, merci. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, eh ben c'est bien pour quelqu'un qui est de cette génération. Parce que, en fait, ce genre de réflexion, je peux comprendre qu'à une certaine génération, donc là, quand moi j'étais jeune, on était un peu en plein dans les années 60-70, donc c'était un peu l'explosion d'une certaine liberté, de certaines libertés, on va dire, entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, je suis favorablement surpris que ta fille ait eu ce genre de réflexion. Voilà, et j'ai trouvé ça admirable. Et donc, je vais te laisser conclure de toute façon cette émission là-dessus et puis rappeler quand même que ton livre, il est chez The Book Edition. Si Eric, d'ailleurs, mon ami Eric, si tu veux bien nous montrer, pendant que Lise va conclure, la photo de la couverture du livre de Lise, ça serait sympa. Donc, chez The Book Edition. Lise, je te laisse conclure. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, en tout cas, c'est textuellement ce qu'elle m'a dit. Et moi, j'ai 2 filles comme ça, donc 16 et 11 ans. Et tous les jours, c'est ça. C'est bien, hein, tous les jours, on fait dans l'arène, là, la démocratie. Et, non, mais moi, je pense que si. Non, mais moi, je pense que ça. Mais moi, mon expérience en tant qu'adulte, c'est ça. Et c'est assez drôle, des fois, un peu. Hein. Donc, elles sont très conscientes. Merci beaucoup, Eric. Elles sont très conscientes de ce qui se passe. Et ça, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je lisais un truc à ma fille de 11 ans il n'y a pas longtemps, donc. C'était un texte, c'était un grand-père qui racontait, ou une grand-mère, je sais plus, je crois que c'est un grand-père, qui racontait un petit peu avec sa petite fille. Et moi, d'un coup, je me suis retournée vers ma petite fille, ma petite, elle n'est pas si petite, 11 ans, en lui disant, tu crois que je serai une bonne grand-mère, moi? Elle m'a dit, écoute, on va déjà essayer de passer l'année et on verra après. Oh, ça m'a. Donc, pour te dire qu'il n'y a pas. On pourrait croire que les jeunes, et beaucoup, hein, effectivement, avec la musique, avec les séries à la con, là, ne réfléchissent pas, ne se questionnent pas. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, et j'ai l'impression que c'est ces jeunes-là sur lesquels il faut compter et qui ont cette conscience que le Covid a réveillé. Parce que eux, quand tu vois, ma fille de 16 ans, quand ça s'est passé, elle avait 12 ans. Hein. Quand ça a commencé, elle allait sur ses 12 ans, puisqu'elle est d'octobre. Donc, pas de passe, le masque, je te dis pas les guerres avec l'école et après le collège, voilà. Donc, je pense que ce truc-là qui, en fait, en disant, tu vois, restez chez vous, et puis là, d'un coup, tu retrouves, c'est calme dans la rue, il y a des oiseaux qui chantent, etc. Les enfants, ils se disent quoi? En fait, ça, c'est cool, la vie comme ça. Pourquoi je vais faire comme mes parents, là, aller travailler tous les jours tôt? Pourquoi, au final, pour galérer, pour pouvoir partir en vacances 2 fois dans l'année si tu as la chance, sinon une fois. Enfin, voilà. Donc, je pense que cette phase-là, cette période de l'histoire a été très douloureuse pour les enfants. En même temps, comme nous aussi adultes, ça nous a obligés à nous positionner, à nous révéler et aussi à prendre conscience de c'est quoi la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Effectivement, c'est ça, travailler comme un abruti, faire des études déjà parce qu'il faut avoir tel diplôme, machin, pour après avoir un travail, avoir un CDI, avoir une vie sécurisante. Pourquoi? Pour partir en vacances une fois dans l'année, pour ne pas profiter de moments, pour rentrer tard le soir, vite faire les devoirs avec ses enfants et vite aller à la douche et après se coucher.
Est-ce que ça a du sens? Donc, je pense que c'est ça aussi, les enfants viennent nous rappeler ça. Quel sens ça a? Quel sens je mets à ma vie? Et souvent, très souvent, quand j'allais dire je récupère entre guillemets des personnes, je les accompagne, c'est quand il y a une perte de sens, justement. Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie, de manière générale. Si on n'y met pas de sens, ça vaut pas la peine. Et là, on est à un point, parce qu'à la fois, je pense qu'on est les dernières générations, nous, avec l'éducation et tout le passé et toute la mémoire de nos ancêtres qui peuvent encore en parler, parce qu'on a eu, moi j'ai mes grands-parents qui ont été résistants et on peut encore en parler. Et si moi, je partage pas ça avec mes enfants, après, ce sera perdu. Et à la fois avec cette nouvelle génération qui quand même capte des choses et se dit, non mais on nous prend pour des imbéciles là. Voilà, donc je pense qu'il est temps de se réveiller, d'accepter de voir le réel, d'accepter de voir ce qui est et de faire quelque chose à notre mesure, à notre juste mesure et voilà, semer des graines et voilà, faire quelque chose qui a du sens pour nous et qui aurait du sens éventuellement pour l'humanité qu'on souhaiterait. Voilà mon Claude. Eh ben, merci Lise, et c'était très sympathique. Donc, amis internautes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Acheter son livre, L'imposture sociale, chez The Book Edition. C'est vrai, l'imposture du social, pardon. C'est chez The Book Edition. Et franchement, c'est bien écrit, c'est sourcé, c'est documenté, et c'est un livre témoignage. Et vous savez, les témoignages, c'est important parce que c'est ce qu'on vit dans le monde réel. Voilà. Donc, Lise, un énorme merci. C'était très agréable. Et pour ma part, je vous retrouve moi. Ah ben non, je vais vous retrouver samedi avec, j'allais dire mardi prochain, mais avant, je vais vous retrouver samedi avec Eric. Et nous allons interviewer le maître du Logos, Alain Soral. Donc, et oui, ça faisait un petit moment, donc on l'a invité. Et ce sera avec plaisir. Et sinon, moi, je vous retrouverai après mardi, donc en 8, avec cette fois-ci un monsieur qui s'appelle Yannick Sauveur. Et son livre s'est intitulé L'américanisation de la France. Un livre très intéressant et très documenté. Voilà, amis internautes. Lise, un énorme merci. Amis internautes, un grand merci aussi d'être là. Merci à nos modérateurs et nos modératrices. Enfin, c'est plutôt des modératrices, d'ailleurs, si j'ai bien compris, parce que notre ami SSSQ, en ce moment, il est un peu en vacances ou occupé. Donc, merci à vous tous et à samedi.